Propagation de la chaleur ou transfert thermique, de quoi s'agit-il? Eh bien, la chaleur, qui est donc l'équivalent de l'énergie thermique, elle peut se propager selon trois modes. Et ces trois modes, c'est ceux qui sont cités sur cette page: la conduction, la convection et le rayonnement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment se font les propagations de chaleur, les diverses propagations de chaleur selon ces trois modes ici. Alors on commence par la conduction. De quoi s'agit-il? Eh bien, la conduction, c'est un mode de transfert de chaleur qui est provoqué par une différence de température entre deux régions, d'un même milieu ou de deux milieux, lorsqu'ils sont en contact l'un avec l'autre. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous avez un milieu qui est chaud et un autre milieu qui est froid et que les deux sont en contact, eh bien, comme on avait vu, le milieu qui est chaud, en fait, il a donc une plus grande température. Ça veut dire que les molécules du milieu qui est chaud ont un grand mode de vibration, une grande vibration, tandis que les molécules ou les atomes du milieu qui est froid ont une vibration plus petite. Donc, quand on les met en contact, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules qui ont une grande vibration vont plus bousculer, en quelque sorte, les molécules qui ont une petite vibration, et en les bousculant, entre guillemets, eh bien, elles vont leur transmettre un petit peu d'énergie. Ce qui fait que les molécules qui vibraient beaucoup, comme elles ont transmis un peu d'énergie, elles vibrent un peu moins, donc leur température descend. Et puis les molécules qui vibraient peu, comme elles ont reçu de l'énergie par contact en quelque sorte, eh bien elles vibrent plus. Donc la température monte. Et donc on a bien ici un transfert d'énergie puisque la partie chaude va chauffer la partie froide et la partie froide va refroidir la partie chaude, ce qui fait qu'il y a un transfert d'énergie de la partie chaude vers la partie froide. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, hein, c'est une transmission de proche en proche de l'agitation thermique. C'est-à-dire c'est chaque molécule qui va transmettre un peu d'énergie à la molécule voisine, etc., etc., comme un domino en quelque sorte. Cette énergie, elle est sous la forme d'énergie, comme on dit, cinétique, parce qu'en fait, la molécule a un certain degré de vibration, et cette vibration, c'est en fait l'énergie de mouvement d'une certaine manière, hein, et l'énergie de mouvement, on appelle ça l'énergie cinétique. Donc cette énergie cinétique, cette énergie de mouvement va être transmise à la molécule voisine. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est que finalement, c'est vraiment l'énergie qui se transmet, mais les molécules, elles ne se déplacent pas dans le milieu. Les molécules restent où elles sont, mais c'est juste leur état de vibration qui se transmet. Et comme l'état de vibration, ça représente la température, c'est la température qui se transmet. Donc, c'est très important. Il n'y a pas de déplacement de matière lorsque on transfère de l'énergie par conduction. Alors, souvent, en fait, l'énergie par conduction, elle est transmise à travers une paroi. Hein, l'exemple typique dont je vais parler tout à l'heure, c'est quand on chauffe de l'eau, par exemple, dans une casserole. Hein. Donc, en fait, la plaque chauffante chauffe la casserole, qui est en métal, et le métal chauffe l'eau qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, il y a de l'énergie thermique, de la chaleur, qui est transmise au travers de la paroi de la casserole. Alors, la quantité de chaleur qui est transmise, elle va dépendre de deux choses, hein, principalement. Elle va dépendre de la différence de température qu'il y a de chaque côté de la paroi. Évidemment, s'il y a quelques degrés de différence entre les deux, eh bien, il ne va pas y avoir beaucoup d'énergie qui va pouvoir être transmise, en fait, hein, bien évidemment. Par contre, s'il y a beaucoup de degrés entre les deux parois, de différence, je veux dire, eh bien, là où c'est très chaud, il y a une très grande vibration. Là où c'est très froid, il y en a une beaucoup plus petite. Et donc, là, il va s'effectuer un grand transfert de chaleur. C'est assez logique, en fait, hein, ces histoires. Mais ça s'explique justement à cause de ces transferts d'énergie de voisins, de proche en proche. Et donc, plus la différence de température est élevée, plus il y aura de chaleur, d'énergie qui va être transmise.
Et puis, quand il s'agit véritablement d'une paroi, hein, quand il s'agit vraiment de deux milieux différents, en fait, comme par exemple une casserole et l'eau, hein, donc c'est deux milieux différents, et bien dans ce cas-là, ça va dépendre de ce qu'on appelle le coefficient de conductivité thermique du matériau dont est constituée la paroi. Donc ça va dépendre en fait de la matière de la paroi, puisque chaque matière conduit la chaleur d'une certaine manière. Chaque substance, chaque matériau a ses propres caractéristiques pour conduire plus ou moins bien la chaleur. Et donc en particulier, les métaux, eux, ils conduisent très bien la chaleur. Alors, on avait vu qu'en électricité, les métaux, ils conduisaient très bien l'électricité, mais alors la caractéristique n'a absolument rien à voir, mais il se trouve qu'eux aussi, ils conduisent très bien la chaleur. Par contre, le bois, les plastiques, ça, ce sont des substances qui sont plutôt mauvais conducteurs, donc qui sont bons isolants thermiques. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc qui n'est pas dans le cours, en fait. Un petit truc, ouais, parce que là, j'ai un exemple. Alors, pour illustrer cette histoire du fait que les métaux conduisent bien la chaleur et du fait que le bois ou le plastique, par exemple, ne conduit pas bien la chaleur. Alors, pour ça, je vais faire un petit dessin sur ça. Voilà. Alors, imaginons, et je vous avais déjà tous fait cette expérience, vous avez, non, pardon, je vais faire ça en noir, hein, ici, voilà. Vous avez un morceau ici de métal. Donc ça, c'est du métal, ici. Voilà. Et vous venez toucher, donc le métal, admettons qu'il est dans une pièce, et il a une température, disons, de 20 degrés. Bon, là, je ne sais pas quoi. Je vais mettre juste le C. Hein, je ne sais pas comment faire le petit rond comme ça. 20 degrés, le métal. Alors, vous arrivez avec votre main et puis vous touchez le métal, on va dire, ça je vais faire en rouge, vous touchez ici. Quelle est votre sensation? Eh bien, en général, la sensation quand on touche du métal, c'est que le métal est froid. Vous pouvez essayer autour de vous, si vous avez quelque chose en métal à côté de vous, en général, à moins que le métal soit au bord de la fenêtre en plein soleil, en général, le métal, on a tendance à penser qu'il est froid, en fait. Hein. Tandis que si on fait la même chose et puis qu'on prend un morceau de bois, hein, donc je vais refaire ici la même chose mais avec du bois, si vous avez un morceau de bois dans la même pièce, il devrait aussi être à la même température. Donc là, par exemple, chez moi, il fait 24 degrés en ce moment. Hein. Donc, bon, on va dire qu'il fait quand même 20 degrés. Hein. Vous avez donc, l'idée, c'est d'avoir un morceau de métal et un morceau de bois, l'un à côté de l'autre, qui sont donc à la même température parce qu'ils sont dans la même pièce. Alors, quand vous venez toucher le morceau de bois, normalement, vous avez la sensation que le morceau de bois est chaud. Alors ça, je vais l'écrire ici. Il faut que je l'écrive en rouge, excusez-moi, hein, pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Sensation de chaud. Tandis que si vous faites ça avec du métal, normalement, vous sentez le métal qui est plus froid. Donc, quand vous touchez le métal, vous avez une sensation de froid. Je vais faire ça en bleu. Voilà, sensation de froid. Alors, comment ça se fait que quand c'est du bois, on a l'impression qu'il est assez chaud, enfin pareil, c'est pas qu'on se brûle, mais on n'a pas l'impression qu'il est froid, disons, tandis qu'avec du métal, on a l'impression qu'il est froid. Eh bien, tout ça, c'est une histoire de conductivité thermique, ce n'est pas une histoire de température. En réalité, les deux sont à la même température. Hein. S'ils sont dans la même pièce, depuis un certain temps, les deux sont à une température de 20 degrés. Donc, l'un n'est pas plus chaud ou plus froid que l'autre. Les deux sont à la même température. Alors, comment ça se fait qu'avec du métal, on a l'impression qu'il est froid, en fait? Eh bien, c'est parce que vous arrivez ici, quand vous touchez l'objet, vous avez une température de 37 degrés.
que je vais faire en vert ici. Hein. Vous arrivez, vous avez une température de 37 degrés. Et puis, ça, c'est le cas que vous soyez, que vous touchiez le métal ou que vous touchiez le bois. Donc, en fait, votre température du corps, elle est plus élevée que ces deux objets. Alors, ce qui va se passer, c'est que par conduction, quand vous allez toucher le métal, par exemple, eh bien, comment dire, la chaleur va bien se transmettre dans le métal. Donc, la chaleur, elle va se transmettre très rapidement dans le métal parce que le métal conduit bien l'énergie thermique, justement. Donc, du coup, la chaleur que vous déposez, alors là, c'est un peu difficile à dessiner, ma foi, je vais faire comme je peux. Hein. La chaleur que vous déposez ici, elle part assez vite. Je vais essayer de représenter ça par des petites barres comme ça. Elle part assez rapidement, l'énergie, dans le métal. Tandis que dans le bois, eh bien, le bois, il a un très faible coefficient de conductibilité thermique. Donc, il conduit mal la chaleur. Donc, ça veut dire que vous, quand vous venez le toucher ici, l'énergie que vous déposez, elle se propage beaucoup moins vite. Donc, elle a tendance à rester un petit peu à la surface. Elle se propage beaucoup moins vite que dans un métal. Donc, en fait, quand vous touchez le bois, eh bien, ici, ça chauffe plus vite d'une certaine manière parce que l'énergie que vous avez donnée, elle ne se disperse pas à l'intérieur du bois, elle reste proche de la surface. Donc vous, comme vous le touchez avec votre doigt, vous avez l'impression que le bois est plus chaud. Tandis qu'avec un métal, la chaleur que vous transmettez, elle va vite se disperser à l'intérieur du métal et donc comme elle part vite, vous ne la sentez plus et puis vous avez l'impression que le métal est froid. Donc, ce genre de sensation, encore une fois, n'est pas dû vraiment à la différence de température, parce que les deux objets, métal et bois, sont à la même température. C'est en fait dû à la différence de conductibilité thermique entre les deux matières. Et encore une fois, le bois a une conductibilité thermique qui est plus faible que les métaux. J'aurais pu remplacer le bois par du plastique, hein, bien évidemment. Alors, après cela, eh bien, je continue avec un petit exemple qui est l'exemple, attendez, voilà, le petit exemple qui est donc celui de l'eau qu'on met dans une casserole qui elle-même est posée sur une plaque électrique. Alors, quand on met de l'eau dans une casserole, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la chaleur, dans un premier temps, elle est transmise par contact entre la plaque électrique et le fond de la casserole. Donc la plaque électrique, elle peut être en fonte, à l'ancienne, ou alors c'est du vitrocérame, donc c'est en verre, ou c'est de la, comment on appelle ça par contre, l'induction. Donc c'est aussi en général quelque chose qui ressemble à du verre, hein, en quelque sorte. Et puis, ou du céramique, on va dire. Et puis, la plaque, pas la plaque, la casserole, elle est en métal. Donc, on a la plaque, la plaque, elle ne rentre pas dans la casserole. Hein. Il n'y a pas un transfert de matière, véritablement. Il y a juste un transfert d'énergie de la plaque jusqu'à la casserole. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de la casserole, qui est, elle, en métal, hein, en général, en inox, eh bien, la chaleur se propage à l'intérieur de la casserole. Donc d'abord sur le fond, bien entendu, hein, le fond de la casserole, mais aussi sur les parois à l'extérieur. Évidemment, moins vite à l'extérieur que sur le fond, parce que ce n'est pas directement en contact avec la plaque. Et puis donc l'eau qui est à l'intérieur, eh bien, elle va chauffer parce que l'eau, il y a une partie de cette eau qui est en contact avec la paroi. Donc que ce soit la paroi du fond de la casserole ou la paroi sur les côtés, eh bien, il y a des molécules d'eau qui sont en contact justement avec cette paroi. Donc, l'énergie va être transmise à l'eau de cette manière-là. Ce qui se passe ensuite à l'intérieur de la casserole, ça fera l'objet d'un prochain exemple, mais c'est comme ça qu'on arrive à chauffer en tout cas quelques molécules d'eau qui se trouvent donc à la surface. Après, vous verrez, hein, il y aura des mélanges à l'intérieur de la casserole, et ça, c'est plutôt le principe de la convection qu'on va voir dans quelques instants. Et je termine juste ce transparent en précisant une chose, c'est qu'en général, les casseroles, il y a un manche, et ce manche, il est en plastique,
en bois, en liège, ça dépend. Alors, il y a aussi des casseroles où le manche est en métal, hein, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, bah, c'est un petit peu risqué. Si on veut le porter, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre une patte ou quelque chose pour se protéger. Et donc, pourquoi est-ce qu'on prend des manches en bois ou en plastique ou en liège, etc. C'est parce que justement, ce sont des matériaux qui ne chauffent pas beaucoup, ils conduisent mal la chaleur et du coup, la température élevée de la casserole se transmet relativement peu à l'intérieur d'un manche qui est en bois ou en plastique et donc du coup, on peut toucher le manche sans se brûler. Alors, ça, c'était pour la conduction. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, c'est Jérémy. Alors, je vais donc écouter sa question. Ouais, vous m'entendez? Bien sûr, ouais, ouais. Ouais. Alors, c'était juste pour savoir quand on parle de plaque à induction, c'est le même principe ou c'est quelque chose qui change du coup là-dedans? Alors, par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a rien qui change. D'accord. Enfin, si, il y a quand même quelque chose qui change, en fait. Excusez-moi. Le quelque chose qui change, c'est le premier. C'est-à-dire que si vous avez des plaques à induction, eh bien, ce n'est pas la plaque électrique qui est chaude qui transmet de l'énergie à la casserole qui est froide. Puis du coup, ce n'est pas comme ça que ça chauffe la casserole. Le principe, c'est un principe assez compliqué qui consiste grâce à un champ magnétique, en fait, à créer un courant électrique dans le fond de la casserole. Et comme on l'a vu dans le chapitre de l'électricité, quand il y a un courant électrique, non, on ne l'a pas encore vu, excusez-moi, non, ça c'est le chapitre numéro 2 de l'électricité, mais disons, vous avez déjà remarqué que quand il y a un courant électrique qui circule dans un appareil électrique quelconque, qui a une résistance, eh bien, la résistance chauffe en fait. Donc c'est le principe qui est utilisé ici, c'est le champ magnétique de la plaque va induire, c'est d'où le mot induction, un courant électrique dans la casserole, mais il n'y a pas de quoi s'électrocuter en touchant la casserole non plus, hein, ce n'est pas un énorme courant, mais ce courant électrique, étant donné que la casserole elle a une résistance, ben, la résistance va donc chauffer, et c'est comme ça qu'on chauffe la casserole. Donc là, c'est pour ça que sur une plaque à induction, si vous mettez la main, normalement, vous ne brûlez pas vraiment, parce que ce n'est pas la plaque qui chauffe, hein, c'est un autre principe, mais après, le reste, c'est la même chose, hein, la partie où c'est la casserole qui chauffe en entier, ça c'est aussi par conduction. L'eau qui se trouve à l'intérieur de la casserole est aussi chauffée par conduction. Et puis, encore une fois, si vous mettez, il n'y a pas de raison, les casseroles, les poêles qu'on utilise sur des plaques à induction, elles ont aussi en général des manches en bois, en plastique, donc en matériaux plutôt isolants du point de vue thermique. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que si on n'a pas, donc je ne vois pas de main se lever, si on n'a pas, je passe donc maintenant au phénomène suivant, qui est donc le phénomène de convection. Alors, le phénomène de convection, c'est un mode de transfert thermique qui se produit uniquement dans les fluides. Donc les fluides, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, hein. Les fluides, c'est donc les liquides et les gaz. Donc, par exemple, une casserole qu'on chauffe, enfin, ce n'est pas la casserole, mais l'eau qui est dans une casserole qu'on chauffe, eh bien, il y a une partie qui chauffe par convection parce que l'eau est un liquide. Et puis, par exemple, un radiateur dans une pièce, il y a de l'air, l'air est un gaz, donc, ou plutôt un mélange de gaz, je devrais dire, et donc ça, une pièce, ça se chauffe aussi par convection. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est que alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est basé quand même sur quelque chose qu'on verra en troisième année, donc vous êtes un peu obligé de me faire confiance sur ce coup-là. Lorsqu'on chauffe une certaine quantité de fluide, donc gaz ou liquide, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, quand on chauffe, si je chauffe par exemple une certaine quantité d'eau ou d'air, je ne change pas la masse d'eau ou d'air. La masse reste la même. Ça, c'est très important. Alors, évidemment, il ne faut pas trop chauffer, hein, parce que si vous commencez à atteindre le point d'ébullition et que l'eau, par exemple, se vaporise, bon, évidemment, là, on perd de l'eau qui se transforme en vapeur. Mais si on ne fait que de la chauffer, eh bien, du coup, s'il n'y a pas d'eau qui gicle en dehors de la casserole, par exemple, sa masse reste la même. Par contre, comme on chauffe cette substance, ce fluide, eh bien, il y a un phénomène qu'on a vu dans le début du chapitre, c'est qu'il va subir un effet de dilatation. Et donc, son volume va augmenter.
c'est ce qu'on appelle la dilatation volumique qu'on a étudiée au tout début, quasiment au tout début de ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il en découle de cette histoire? Eh bien, ce qu'il en découle, c'est que si la masse reste la même, je vais le faire en vert ici, hein, si la masse ne bouge pas et que le volume diminue, alors à ce moment-là, une grandeur qu'on appelle la masse volumique, pardon, je voulais le faire en bleu, une grandeur qu'on appelle la masse volumique, elle va, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, je recommence. Si la masse reste la même en vert et que le volume augmente, j'avais dit diminue, hein, augmente, eh bien du coup, la masse volumique, vu que c'est la masse divisée par le volume, si vous divisez par un volume qui est plus grand, vous aurez une masse volumique qui est plus petite. Donc, en chauffant un fluide, vous faites diminuer sa masse volumique. Pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour voir un effet, l'effet dont je vais vous parler tout de suite. Alors, lorsque la masse volumique diminue, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut faire confiance à ce que je vous dis. Il existe un principe qui est celui de la poussée d'Archimède, qu'on étudiera donc en troisième année, ou alors à la fin de cette année, si ça évolue positivement pour nous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette poussée d'Archimède, entre autres? Elle dit que quand vous avez un fluide, eh bien, les masses chaudes du fluide ont tendance à monter, tandis que les masses froides ont tendance à descendre. En fait, d'après ce que je viens de vous dire, si vous chauffez un objet, sa masse volumique descend, diminue. Donc, globalement, il devient plus léger, cet objet. Pas plus léger en termes de kilos, mais en termes de densité de kilos par mètre cube. La masse volumique est plus petite. Donc, comme il est plus léger, il aura tendance à se placer au-dessus des autres substances qui ont la masse volumique plus lourde, en fait, plus grande. Donc, c'est pour ça qu'en définitive, on peut résumer ça à ces deux phrases. Les masses chaudes, qui ont donc une petite masse volumique, ont tendance à monter. Et puis les masses froides qui ont une masse volumique plus grande, elles ont tendance à descendre. Pour vous donner un petit exemple vite comme ça, c'est typiquement une montgolfière. Une montgolfière, qu'est-ce que c'est? On met de l'air à l'intérieur, mais l'air, on le chauffe. Donc du coup, quand on chauffe l'eau, sa masse volumique diminue. L'air qui est autour, en dehors de l'enveloppe du ballon, a toujours la même masse volumique qu'avant, comme il n'a pas été chauffé. Donc, du coup, l'air qui est dans le ballon a une masse volumique plus petite et donc il a tendance à monter. C'est ce que j'ai écrit là. Les masses chaudes d'un fluide montent. Donc, c'est le principe de fonctionnement d'une montgolfière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du coup, l'énergie, si vous avez un transfert d'énergie par convection, eh bien, la chaleur, l'énergie thermique, donc, se propage à l'intérieur du fluide, cette fois par déplacement des masses de fluide. C'est-à-dire, vous avez des parties du fluide qui sont chaudes, des parties du fluide qui sont froides. Les parties chaudes auront tendance à se placer en dessus des parties froides. Il va y avoir des espèces de mouvements à l'intérieur, le chaud vers le haut, le froid vers le bas, et ces mouvements, on appelle ça des mouvements de convection. Et donc, à la longue, il va y avoir un brassage, et c'est ce brassage qui va faire que tout le fluide chauffe de manière relativement uniforme à la longue, en fait. Exemple que je peux donner, à moins qu'il y ait encore quelque chose. Voilà, un radiateur qui chauffe une pièce. Ça, c'est l'exemple typique. Donc, un radiateur qui chauffe une pièce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le radiateur, tout d'abord, il chauffe l'air qui se trouve en contact avec le métal du radiateur. Et ça se fait par conduction. Pas convection, mais conduction. C'est-à-dire que le métal qui est chaud, il vibre beaucoup, les molécules. L'air qui est collé contre le métal vibre peu parce qu'il est plus froid. Donc, du coup, le métal chaud transfère de l'énergie par conduction à l'air qui est froid. Alors, évidemment, plus la surface du radiateur est grande, plus il y a d'air qui est en contact avec ce radiateur, et donc plus le chauffage par conduction est élevé. Donc, c'est pour ça qu'on fait des radiateurs en lamelles, en fait. C'est parce que quand vous avez des lamelles comme ça, vous augmentez la surface de contact avec l'air, en fait. Ça, c'est les vieux radiateurs qui sont comme ça. Par exemple, là, chez moi, j'en ai un devant les yeux. Eh bien, on a ce genre de système. Ça permet uniquement de chauffer l'air qui est en contact avec le radiateur, l'air qui est vraiment plaqué contre.
est très proche de sa surface. Mais des radiateurs, il n'y en a pas partout dans une pièce. Donc, comment ça se fait que l'air qui est au plafond soit chauffé par le radiateur? Eh bien, ça se fait par justement un phénomène de convection. Alors, je m'explique. Dans un premier temps, donc, il y a l'air qui est tout près du radiateur qui est chauffé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cet air qui est chauffé? Eh bien, il va monter à cause du principe que je vous ai dit tout à l'heure. Comme il chauffe, sa masse volumique descend. Et l'air qui est ailleurs, il a une masse volumique plus grande. Donc, en fait, cet air qui est chauffé, il va avoir tendance à se placer en dessus de l'autre air qui est plus froid. Donc, il va monter vers le plafond. Et donc, il va prendre la place d'un air plus froid. Et cet air plus froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à être placé vers le bas dans la pièce. Donc, il va redescendre dans la pièce. Et puis, quand il est en bas dans la pièce, du coup, il va se retrouver plus près du radiateur. Il y a un moment où il va arriver vers le radiateur. Là, il va être chauffé et il va monter. Et ça va faire une espèce de cycle, un tournus comme ça. Vous le voyez ici dans le schéma qu'il y a là en dessous. Alors, je vais essayer de mettre quelques couleurs ici. Donc là, vous avez le fameux radiateur, ici. Ça, c'est le radiateur. Alors, dans un premier temps, vous avez des masses d'air qui sont plutôt froides, en fait, ici, qui arrivent et qui entrent en contact avec le radiateur. Donc, à ce moment-là, elles vont être chauffées. Et comme elles sont chauffées, elles montent au plafond. Elles montent au plafond, donc elles prennent la place de l'air, je peux le faire toujours en rouge, en fait, ici, donc je vais faire ça comme ça, voilà. Elles prennent la place de l'air au plafond. Évidemment, comme elles sont au plafond, elles sont plus loin du radiateur, donc elles auront tendance quand même à se refroidir quand elles seront au plafond. Donc elles vont baisser un petit peu leur température. Vous voyez, j'ai mis en orange pour exprimer le fait que c'est un petit peu moins chaud. Et donc, comme elles descendent leur température, elles auront tendance aussi à redescendre, parce que leur masse volumique va réaugmenter un petit peu. Et donc, en redescendant, elles se refroidissent. Et en se refroidissant, eh bien, voilà, je mets du bleu clair pour dire que c'est encore un peu plus froid, mais pas encore très très froid. Et donc, il va y avoir un cycle à l'intérieur de la pièce. Vous voyez ici, il y a des... Alors, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. Ici, il y a deux termes. Alors, ici, c'est marqué ceiling 24 degrés, donc ça veut dire plafond à 24 degrés. Et puis floor 18 degrés, ça veut dire le sol, en fait, qui est à 18 degrés. Donc là, on va voir apparaître une différence d'énergie qui va petit à petit disparaître parce qu'au fur et à mesure qu'il y a ces mouvements de convection, finalement, il y a toute la pièce qui va être plus ou moins à la même température. Mais ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que justement, ces mouvements cycliques sont très lents, ces mouvements de convection. On ne les ressent pas, en fait. Quand vous êtes dans une pièce qui est chauffée avec un radiateur, vous ne sentez pas le vent passer devant vous. C'est des mouvements très, très lents. Donc, le processus est assez lent, en réalité. C'est pour ça que c'est assez long de chauffer une pièce de manière générale, mais en particulier avec un radiateur. Je ferai une dernière remarque pour dire que deux dernières remarques d'ailleurs. Où est-ce qu'on met en général les radiateurs? Eh bien, on les met le plus souvent, toujours en fait, principalement en bas d'une pièce, à cause de ça justement. Parce que si on les mettait en haut, l'air qui chaufferait monterait, mais il ne pourrait plus monter puisqu'il y aurait le plafond juste en dessus. Donc finalement, on aurait une couche d'air chaud en haut et puis une couche froide qui resterait froide en bas. Donc ça ne serait pas très malin. C'est pour ça qu'on met donc les radiateurs en bas pour qu'on puisse voir apparaître ces mouvements de convection. Et puis en plus, on les met souvent juste sous les fenêtres. Pourquoi? Parce que la fenêtre, c'est l'endroit le plus sensible en termes de refroidissement d'une pièce. C'est par là justement que la chaleur s'échappe plus facilement à travers les vitres. Donc du coup, en mettant un radiateur juste en dessous, eh bien, on limite cet échappement de chaleur de la pièce à travers les fenêtres. Voilà pour la convection. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Alors, il me reste quelques transparents pour vous présenter le troisième mode, qui est celui qu'on appelle le rayonnement. Alors, le mode de transfert thermique, le dernier qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le rayonnement.
c'est un transfert d'énergie thermique dans lequel l'énergie est transmise par la lumière. En particulier par un rayonnement dont vous avez certainement déjà entendu parler, qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Alors, tous les objets qui ont donc une certaine température vont rayonner, donc vont émettre des ondes de type lumière, lumineuse en fait. Mais le truc, c'est que la lumière, ça on n'a jamais vu, mais peut-être vous le savez déjà, il y a la lumière, il y a ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le spectre visible. Ça va des couleurs, grosso modo, du rouge jusqu'au violet, en passant par le jaune, le vert, etc. Mais il y a des couleurs, entre guillemets, qu'on ne peut pas voir. Ce qui est au-dessus du violet, c'est ce qu'on appelle les ultraviolets, ça on ne peut pas les voir. Et puis il y a aussi ce qui est en dessous du rouge, ce qu'on appelle justement l'infrarouge. Ça reste quand même de la lumière, mais c'est de la lumière que nous, avec nos propres yeux, on ne peut pas voir. Mais néanmoins, elle existe. Et il y a par exemple le rayonnement infrarouge, c'est justement de la lumière qui est en fait un peu en dessous du rouge. Alors, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, on n'a pas vu non plus les ondes. Donc, bon, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, mais bref, ce qui est important de savoir, c'est que un corps qui a une certaine énergie thermique va rayonner, donc envoyer de la lumière autour de lui, mais cette lumière, on ne peut pas la voir, c'est ce qu'on appelle du rayonnement infrarouge. Alors, du coup, ce rayonnement infrarouge, il va se propager dans l'espace autour de l'objet chaud. Et cette propagation, elle ne nécessite pas de support matériel. Donc, ça peut se faire dans le vide. C'est d'ailleurs comme ça que si vous mettez, bon là c'est déconseillé ces temps, mais si vous allez à la plage, au parc, et puis que vous vous mettez à bronzer, vous pouvez faire ça sur votre balcon, vous sentez que le soleil chauffe. Le soleil, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre, et puis entre le soleil et la Terre, il y a du vide. Eh bien, malgré le fait qu'il y ait du vide, le rayonnement infrarouge du soleil, et même plus que le rayonnement infrarouge, toute la lumière qui est émise par le soleil, eh bien, se transmet, est transférée dans le vide, en fait. Et donc, l'énergie qu'elle porte, cette lumière, elle est aussi transférée dans le vide. Alors, tous les corps, petite remarque, tous les corps qui sont transparents, comme par exemple les vitres, eh bien, permettent à la chaleur de se propager par rayonnement. Donc les vitres, l'air aussi, l'air c'est un milieu qui est transparent, et donc la chaleur, elle se transmet à travers l'air. Là encore une fois, le soleil envoie des rayons, de la lumière, et donc l'énergie qui va avec dans le vide, autour du soleil. Quand cette énergie arrive aux alentours de la Terre, là il commence à y avoir l'atmosphère terrestre, mais l'atmosphère terrestre c'est quelque chose de transparent. Donc l'énergie, elle continue d'être transmise à travers ce milieu transparent qui est l'atmosphère, et puis on peut la capter sur Terre. Alors, je reviens sur le rayonnement infrarouge, en fait. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais peut-être montrer le transparent suivant. Tout d'abord, parce que ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la lumière visible. La lumière visible, comme son nom l'indique, c'est la lumière qu'on peut voir. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous, ça a des couleurs qui évoluent entre le rouge, le jaune, vert, violet, etc., bleu, violet. Et donc, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Cette lumière visible, eh bien, elle a comme longueur d'onde, elle est comprise entre une longueur d'onde de 390 nanomètres et 750 nanomètres. Alors bon, là, on n'a pas tellement vu ce que c'est que les longueurs d'onde, mais bon, bref, c'est des valeurs qui caractérisent les différentes couleurs, on peut dire ça comme ça. Alors, la lumière infrarouge, eh bien, c'est une lumière dont les ondes sont au-dessus des 750 nanomètres. 750 nanomètres, ça correspond, c'est la longueur d'onde qui correspond au rouge. Donc, si on est plus haut que 750, eh bien, du coup, on est dans ce qu'on appelle l'infrarouge. Donc, c'est pour cette raison que l'infrarouge, il a une longueur d'onde qui est entre 750 nanomètres et 100 micromètres. 100 micromètres, ça veut dire 100 000 nanomètres. Donc, c'est une plage, en fait, c'est une plage, en fait. Les longueurs d'onde, ce n'est pas une valeur bien précise, c'est une
Ouais, une plage quoi, hein, de longueur d'onde. Toutes ces longueurs d'onde comprises entre 750 nanomètres et 100 micromètres sont ce qu'on appelle des ondes infrarouges. Donc, à part la longueur d'onde qui est différente, le reste, c'est comme de la lumière visible. C'est ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique, qui est donc de la même nature que la lumière qu'on peut voir. Mais, comme elle n'est pas dans la bonne échelle, eh bien, on ne peut pas la voir, en fait. Alors, comme je vous ai dit, tous les corps chauds rayonnent dans de l'infrarouge et donc, du coup, transmettent de l'énergie. Et d'ailleurs, ça, c'est mis à profit par les lunettes infrarouges. Les lunettes infrarouges, qu'est-ce que c'est? C'est des lunettes qui peuvent détecter électroniquement cette lumière, cette énergie qui est entre 750 nanomètres et 100 micromètres, qu'on ne pourrait pas voir, et qui nous la représente sur un écran. Et donc, on peut voir sur un écran, donc quand on a des lunettes infrarouges, on a des petits écrans qui sont devant les yeux, qui nous permettent donc de voir les objets qui sont chauds ou les objets qui sont froids. Par exemple, si vous êtes dans une maison et qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de la maison qui ont des lunettes infrarouges, eh bien, la chaleur que vous dégagez par justement rayonnement, eh bien, va traverser un petit peu les murs et va être captée par la personne qui a des lunettes infrarouges. Et elle peut donc voir ce qui se passe à travers les murs. Alors, quand on dit voir, on ne peut pas voir les détails. On voit une masse chaude et puis voilà, on en déduit, si cette masse chaude bouge, on en déduit que c'est un être humain si c'est dans une maison. On ne peut pas reconnaître la personne, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà, on ne peut pas voir grand-chose, on peut juste détecter une présence. Bien. Alors, je continue. La lumière visible. Donc, par exemple, la lumière du soleil qu'on peut voir, eh bien, elle aussi, elle transmet de l'énergie thermique, bon, un peu moins que l'infrarouge, surtout l'infrarouge en réalité. Exemple, donc, le soleil qui brille, on sent très bien que ça nous chauffe la peau. Et puis aussi les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est une invention qui permet de transformer cette énergie, pas seulement l'infrarouge, aussi l'énergie visible, de la transformer en énergie électrique. On appelle ça des photovoltaïques. Dans photovoltaïque, il y a photo comme lumière, en fait, et puis il y a voltaïque. Voltaïque, ça doit vous faire penser à volt, et qui dit volt dit électricité. Donc, en définitive, le rayonnement, c'est principalement du rayonnement infrarouge qu'on n'arrive pas à voir, mais aussi, des fois, de la lumière visible. Alors, maintenant, un petit exemple d'application de rayonnement, c'est justement le double vitrage. Alors, le double vitrage, c'est des vitres qu'on a quasiment partout. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une technique qui améliore en fait l'isolation thermique des fenêtres. À l'époque, il y avait juste une vitre en verre, donc, et on pouvait perdre pas mal d'énergie à travers ces vitres. Donc, en fait, vous aviez beau chauffer la pièce dans la maison au feu de bois, par exemple, pendant l'hiver, il y avait beaucoup de pertes qui s'effectuaient à travers la fenêtre. Elles n'étaient pas bien isolées, ces fenêtres. Donc, on a inventé le double vitrage dont le but est d'améliorer cette isolation thermique et donc de faire des économies d'énergie. Alors, quel est le principe? Bon, le double vitrage, c'est donc deux vitres. À l'intérieur, il y a un gaz. Le gaz, il n'est pas choisi innocemment. C'est un gaz quand même bien particulier. Alors, ce qui se passe, c'est que le verre, il laisse entrer les rayonnements du soleil. Donc, vous avez le soleil à l'extérieur qui va laisser entrer, le vitrage va laisser entrer les rayonnements à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chauffer l'intérieur de la pièce. Et quand ça chauffe l'intérieur de la pièce elle-même, elle va produire un rayonnement infrarouge qui, lui, aura tendance donc à ressortir, en fait. Et c'est là, justement, qu'intervient le double vitrage, c'est qu'en fait, la vitre intérieure, comme je l'ai écrit ici, la vitre intérieure, elle est traitée de manière à limiter, empêcher, j'ai marqué, mais en réalité, c'est plutôt limiter, il y a quand même quelque chose qui s'en échappe, limiter la quantité de rayonnement infrarouge qui est émis par la chaleur de la pièce, en fait, vers l'extérieur. Donc, en fait, ce qu'on fait avec cette vitre qui est ici, elle a un traitement, c'est un petit peu comme, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a les miroirs sans teint.
vous pouvez vous voir votre reflet si vous êtes d'un côté du miroir, mais si vous êtes de l'autre côté, vous ne voyez pas votre reflet, vous voyez à travers la vitre. Bon, c'est un truc un peu similaire, quoi, en fait, ici. Donc, le rayonnement qui aura tendance à ressortir, justement, il est empêché de sortir, et donc il va rebondir en quelque sorte sur la fenêtre. Du coup, le rayonnement, au lieu de partir vers l'extérieur, eh bien, il reste à l'intérieur, en fait, à cause de cette vitre. Alors vous me direz, ouais, mais alors pourquoi mettre un double vitrage? Il suffirait de mettre uniquement cette couche-là. C'est vrai, hein, vu sous cet angle, il suffit uniquement de mettre cette couche-là. Mais ce qu'il y a, c'est que justement, entre les deux vitres, en fait, il y a un gaz qui améliore en fait l'isolation thermique et qui donne une meilleure isolation que s'il y avait uniquement la vitre, en fait. Parce que la vitre, comme je vous ai dit, j'ai marqué, elle empêche les rayonnements infrarouges de sortir. En réalité, elle ne les empêche pas tous, hein, elle limite, quoi, hein, ça les limite. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'en mettant un certain gaz entre les deux vitres, un gaz qui a lui-même un très faible coefficient de conduction thermique, ça, je vous invite à vous rappeler ce que j'avais dit par rapport au fait de toucher du métal ou toucher du bois, hein, en début de période, tout à l'heure. Eh bien, si le coefficient thermique le coefficient de conduction thermique est faible, eh bien, la chaleur aura de la peine à se propager à l'intérieur. Donc, elle va moins se propager, évidemment. Ça va tout ça améliorer l'isolation thermique du système.